j'ai pris le temps de vous expliquer comment une information quitte de votre ordinateur pour aller récupérer une page sur un serveur distant. J'ai pris l'exemple des États-Unis, etc., etc. J'ai pris l'exemple d'une page. On a vu les sites statiques, dynamiques. Tout ça, on n'a pas vu ça. Nous avons l'impression que lui, en 3 heures, ou c'est pas 3h30 même de cours, on est venu parler des sites web. Non. Est-ce que vous parlez des sites web simplement? C'est un paragraphe qu'on a fini sur la maison. Non, ça veut dire qu'il n'est pas retenu grand chose. Ah, non. D'accord. Je vais rappeler quand même, juste en 10 minutes. Donc, l'Internet est différent du web. L'Internet, c'est un réseau parce qu'il est physique. La connexion d'un câble réseau à un ordinateur, c'est quelque chose de physique. La connexion d'un ordinateur à un réseau Wi-Fi, c'est quelque chose de physique. Et quand on parle d'Internet, c'est juste une interconnexion entre plusieurs ordinateurs. Donc, c'est un réseau. Sa particularité, c'est le plus grand réseau au monde. Et comme l'interconnexion entre différents ordinateurs dans différents pays, dans différentes villes, ça donne, si vous voulez reprendre ça sur la forme d'un dessin, ça donne, ça ressemble en fait à une toile d'araignée. Hein, ça ressemble à une toile d'araignée. Et dans ce réseau-là d'interconnexion mondiale, on partage du contenu. Et ce contenu qui est partagé est ce qui est appelé le web. Donc, vous partagez des images, vous partagez du texte, vous partagez de la vidéo, vous partagez de l'information géographique, etc., etc. C'est tout ce contenu que vous partagez à travers ce réseau-là qui est appelé le web. Ensuite, on a vu que lorsque vous vous connectez à ce réseau et que vous demandez via une adresse, exemple www.google.com, en réalité, vous vous adressez à une machine. Cette machine-là est elle-même connectée au réseau. Et vous-même, vous êtes aussi connecté au même réseau. C'est pourquoi vous pouvez voir ce que cette machine-là a sur son disque ou bien sur son serveur. Et je rappelle en passant qu'un serveur n'est pas un ordinateur. C'est un programme. Donc, sur cette machine-là est installé un système d'exploitation, comme on l'a vu dans l'autre cours, mais aussi est installé le programme qui permet de desservir à différents services. Donc, celui qui sert des pages web est appelé un serveur web. Celui qui sert de la voix est appelé un serveur vocal. Celui qui sert des messages est appelé un serveur de messagerie. Et celui qui sert des cartes est appelé un serveur cartographique. On est d'accord? Voilà. Et ce cours-là de technologie web, vous êtes enseigné parce que vous êtes amené à concevoir dans vos différents projets personnels, projets professionnels, projets en dehors de l'école, vous êtes amené à concevoir des systèmes d'information, peu importe le type de système d'information. S'il y a des informations à partager sur Internet, vous devez obligatoirement savoir quelles sont les différentes technologies qui rentrent en ligne de compte. Et si on prend la partie logicielle, c'est-à-dire que vous devez concevoir ce qu'on appelle une application. Une application est un logiciel est un programme. Donc les trois sont là, même chose. Donc quand on parle d'application web, c'est juste un logiciel qui est sur Internet. Exemple, WhatsApp, Facebook, Twitter, Uber, tout ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des applications web, ce sont des logiciels web parce que vous les utilisez, vous pouvez connecter à Internet et il faut avoir aussi un navigateur. Ou bien si vous voulez une application
client qui va avec. Donc, derrière ces différentes applications, ces différents sites web que vous avez là, il y a différents langages qui permettent de concevoir, si vous voulez, les pages. Qui permettent de concevoir les pages web. Le premier qui permet de concevoir le fond on fait allusion au texte, aux images, etc., c'est le langage HTML. Ensuite, pour pouvoir rendre cette page plus belle et plus jolie, il y a un deuxième langage qui est le langage CSS. Et pour pouvoir aussi ajouter de l'interactivité dans vos applications ou dans vos sites web, on utilise le troisième là qui est JavaScript. Donc, le but de ce cours-là, c'est de vous apprendre ces différents langages. Mais le langage JavaScript ne sera pas abordé dans cette séquence de technologie web. Pour ceux qui feront la spécialité Athènes, eux, ils pourront connaître ce langage JavaScript. Donc, c'est une sorte d'initiation à la programmation web. La programmation web consiste simplement à créer des pages web avec les langages HTML et CSS. Donc, c'est à vous de pouvoir réutiliser ce que vous allez apprendre ici dans votre projet, vos projets personnels, etc., etc. OK? Et on ne peut pas prétendre développer quelque chose où il y a le mot web dedans, sans connaître au moins les deux premiers. D'accord? La dernière fois, je vous avais présenté la pile des différents composants qui sont sur le serveur là-bas. Tout le monde avait vu qu'il y a le serveur web Apache. Ensuite, il doit communiquer avec un serveur d'application. Et ce serveur d'application, si jamais il y a des informations à récupérer dans une base de données, il doit lui aussi communiquer avec une base de données. Donc, voici les trois composants majeurs à connaître parce que vous devez développer une application web. On est d'accord? Voilà, voilà ce qu'on a dit, ou ce qu'on a fait la dernière fois. C'est pour ça qu'on va rendre quelque chose. Ça prouve que tu étais là. Vous pensez que je suis allé m'asseoir pour revoir ce qu'on a fait ensemble? Dans mon bureau, tout à l'heure, je faisais autre chose qui n'avait rien à voir avec ça. Quand je suis rentré net, le fait d'avoir franchi la porte, de vous avoir vu, tout ce qu'on a fait est revenu. C'est pas pour ça, ce n'est pas votre travail. Hein? D'accord. Donc aujourd'hui, la séance sera dense et intense. Oui. Ça sera une séance très pratique. Donc ceux qui sont assez distraits, qui ne permettent pas d'aller vite, je vous en prie, restez concentrés et suivez. Parce que l'inconvénient, lorsque vous ne suivez pas, vous mettez ceux qui suivent en retard. Vous posez des questions souvent, on a déjà passé là-dessus, on a déjà passé à autre chose. C'est la preuve que tu ne suis pas. Lorsque vous programmez en informatique, c'est à tout moment vous allez programmer avec moi. Je ne sais pas si vous avez déjà programmé avant. Lorsqu'on programme en informatique, dans un cours, vous écoutez d'abord la procédure. C'est bien de comprendre ce que tu t'apprêtes à faire. Moi, je n'aime pas les automates. Les gens qui sont là pour apprendre les procédures par cœur, mais ils ne savent pas ce que ça sont en train de faire. Je n'en veux pas. OK? Tu dois être capable, au moins, de pouvoir expliquer à quelqu'un d'autre ce que tu es en train d'écrire, ou ce que tu es en train de faire. Donc, au lieu de rester tête baissée, on écoute d'abord, tête levée, parce qu'il peut y avoir des choses que je présente, mais des choses que j'explique. Si je finis, ce que je vous demande maintenant de faire, c'est là que vous commencez à écrire. OK? Et puis, n'ayez pas toujours le réflexe de demander à votre voisin. Parce que lui aussi, ça le distrait et ça vous met vous deux en retard. Soit tu laisses, on finit de faire la procédure. Si je demande, est-ce qu'il y a des questions? C'est là que tu poses la question. OK? Et pourquoi la programmation demande ce niveau de concentration? Parce que dès que vous oubliez un point, une virgule ou un point virgule, ça ne marche pas. On est d'accord?
Donc, je vous avais demandé dans le précédent cours d'installer les éditeurs web Atom et Brackets. Je rappelle encore qu'un éditeur web était juste un programme qui permet de faire de la programmation web. Il y en a une tonne. OK? C'est vrai que je vais installer deux. Ils sont eux-mêmes open source et qui marchent bien dans Linux. Mais j'ai dit qu'on allait travailler avec l'autre Visual Studio Code. D'accord? Quels sont ceux qui l'ont installé? Oui, toi aussi. Et les autres? Visual Studio Code. C'est pas le moment de derrière, il n'a pas installé. Donc, si tout à l'heure, je dis top départ, on commence à programmer Visual Studio Code, ouais, toute la place ne peut pas. On va encore prendre du retard sur ça. Et maintenant, on va revenir encore en arrière pour chercher à installer Visual Studio Code. On est parti pour au moins une trentaine de minutes. Je me trompe? C'est parce qu'on n'irait pas tous à la même vitesse. Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous avez Visual Studio Code? Marwina et ses amis. Oui, monsieur, moi je l'ai. Non? Allô? Oui, allô? Oui, je l'ai installé. D'accord. Demandez aux autres en fait. Monsieur Adengra n'est pas là. Anno Kwame non plus. Je suis là. Vous avez pu installer Visual Studio Code? Non, non, je n'ai pas fait ça. Vous êtes connecté à Internet là-bas? Comment? Est-ce que je suis en train de faire la vidéo? Est-ce que vous êtes sur Linux là-bas? Oui, oui. Mais les autres, ici, Hervé, et puis Anno. Ils sont tous là. D'accord. Je suis là. Est-ce que tu as ton ordinateur? Non, c'est maintenant, ils sont en train de faire le système Windows avec ma petite machine là pour pouvoir mettre Linux à côté, une bouton à côté. Donc, Comment tu vas sur aujourd'hui? Bien, comment tu vas pratiquer avec nous? comment? Comment tu vas avec nous aujourd'hui? Oui, je vais installer en dual boot directement. Le premier coup, on n'a pas pu. C'est aujourd'hui même, je vous prends parce que le côté, on a mis nos coups. Donc, comme vous avez dit, on partit un peu, on suit un peu. On va répondre à la question. Comment, à cette séance-là, tu vas programmer avec nous? C'est ça ma question. Je vais vous suivre, je ne vais rien faire. On ne peut pas faire de la programmation de façon passive, c'est-à-dire en regardant les autres faire. Ça ne marche pas comme ça. Que ça reste, vous devez pratiquer. Mais bon, on ne va pas attendre que ce soit en place. D'accord. En fait, pas de souci. j'ai un ordinateur de travail, il ne veut pas installer, il ne pas faire le dual boot dessus. Donc, je suis obligé de prendre un petit poste sur lequel il va installer mes trucs là. Ce n'est pas encore prêt. Donc, voilà la difficulté que j'ai là. Donc, je pense que d'ici peu de temps, ça sera prêt. Maintenant, je veux savoir cette année, c'est quelle version on installe? Version de quoi? De Linux ou Ubuntu. Toi, tu reprends en système informatique aussi? Oui. T'es sérieux là? Oui. Voilà. D'accord. La version de Ubuntu est la version LTS, la 20.04. Si tu veux, tu prends la version marron, Ubuntu, ou la version bleue, là, L, Ubuntu. C'est à toi de choisir laquelle. De toute façon, peu importe le marron ou le bleu, hein, le fonctionnement est pareil. Ce qui m'intéresse dedans, c'est la ligne de commande et les différentes applications.
Donc, peu importe. Ce que tu dois retenir, c'est la version LTS pour le support à long terme, la version 20.04. C'est bon? C'est bon, ça va. D'accord. Ceux qui sont ici. Visual Studio Code. Ceux qui l'ont installé, est-ce que Visual Studio Code fait partie des dépôts officiels de Ubuntu? Ah, tu l'as pas fait comment tu sais? Voilà, donc Visual Studio Code ne fait pas partie des dépôts officiels de Ubuntu. Donc, quelle est la conséquence qui va avec? Ceux qui l'ont installé, là, vous ne répondez pas. Mais vous ne l'avez pas installé. C'est juste pour faire intéressant. Donc, quelle est la conséquence lorsque le programme à installer n'est pas dans la liste des dépôts? Tu n'as pas essayé. Tu l'as installé ou pas? Je l'ai installé, mais je n'ai pas essayé d'installer après. Tu n'as pas besoin d'essayer. C'est une question de principe. Oui. Quand on a dit là, c'est ce qu'on appelle DPKG pour installer. Non, ce n'est pas ça la conséquence. DPKG est utilisé pour faire tous les paquets. Ah, ils ont oublié. C'est utiliser là. Hein? Sérieusement. Non, ça fait moins de DPKG. Je veux pas le paquet dans les dépôts. Non. Et là, ça n'a rien de vous poser des questions. Chaque question posée, tu vas faire 10 à 20 minutes. Non, c'est pas vrai. Donc, Visual Studio Code n'est pas dans la liste des dépôts. Donc, la conséquence, c'est qu'on ne peut pas l'installer via l'outil apt dans la ligne de commande. Donc, il faut aller sur le site de Visual Studio Code et puis télécharger le fichier d'extension .deb et revenir à son terminal pour utiliser la commande dpkg. C'est ça la conséquence lorsque le paquet n'est pas dans la liste des dépôts. Donc, il suffit simplement d'écrire dans Google Visual Studio Code. Donc, vous allez de préciser toujours. C'est pour ça qu'on fait des recherches dans le moteur de recherche. On ne cherche pas avec des phrases, on cherche avec des mots-clés. Le premier mot, c'est visual, deuxième, c'est studio, troisième, c'est code, et le quatrième, c'est Ubuntu. Tu peux maintenant ajouter la version de ta distribution. Et aller toujours sur le site de celui qui a conçu le programme. On est d'accord? Les autres, ils sont allés sur le site de celui qui a conçu, ils ont essayé de reproduire les explications sur leur propre site. Donc, il me semble bien que
le site de Visual Studio Code, c'est ici. Comment je le sais? C'est à partir de ça, de l'adresse qui est marquée ici. Voilà. Donc, Visual Studio Code en Linux, malheureusement pour certains, c'est en anglais, mais ce n'est pas bien grave. Donc là, il explique en fait, lorsque vous aurez récupéré le paquet ici, c'est tenu par l'extension .2b, que vous l'avez sur votre ordinateur, ah mais attention, on peut ajouter le paquet, enfin le dépôt, ici. Donc il y a deux méthodes d'installation. Soit vous téléchargez le fichier 2b directement ici. Donc, ils ont proposé la commande ici, sudo apt install, ce qui met ici le point slash et ils mettent entre les chevrons file. Vous devez remplacer les chevrons et file là par le nom de votre fichier que vous avez téléchargé. On fait allusion à ça. C'est ça que vous changez dans la ligne de commande. Une fois que vous validez, il se pourrait que vous ayez des messages d'erreur. Donc, si vous avez des messages d'erreur, ce qui est écrit en vert ici. Donc, ça, c'est. Vous utilisez ça pour pouvoir réparer l'erreur. Lorsque vous voyez un dièse, vous renseignez un commentaire, en fait. Ça veut dire que vous ne mettez pas le dièse dans la ligne de commande. Donc, ce que vous devez saisir lorsque vous allez finir de faire le TPKG, bon, soit tu fais ça, soit tu fais ça. Dans les deux cas de figure, ça va marcher. Les deux commandes sont pareilles. Et une fois que tu as fini, il peut y avoir des dépendances, c'est-à-dire d'autres programmes complémentaires dont Visual Studio Code a besoin. OK? Donc, une fois que tu fais ça, ça fera l'installation. Ah, c'est la première méthode. Deuxième méthode, dans la ligne de commande, vous saisissez cette commande-là. Jusqu'à ici. Apparaître par point .gpg. La commande là va récupérer, il va récupérer ça. OK? Ça récupère ça. Voilà. Et il va l'insérer dans la liste de vos dépôts du fichier source list. Une fois qu'il insère, là maintenant, vous pouvez utiliser la commande qui est là. Bon, peut-être que vous allez trouver que c'est plus compliqué que l'autre. Vous êtes toujours prêt à appuyer. Donc, chacun voit qu'est-ce qui est. Je ne vous recommanderais pas une. Parce qu'ici, ils ont fait pour toutes les distributions Linux qui existent. Ce n'est pas seulement pour Ubuntu. Vous voyez ici, il y a Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi, Network, etc. Donc, nous, on est ici. Donc, je vous donne 10 minutes pour installer ça rapidement. Top départ. Ça ne fait rien. C'est pour tout le monde? Donc, ceux qui sont en ligne aussi, vous installez rapidement Visual Studio Code. Moi, je l'ai déjà, donc ça ne sert à rien de faire l'installation.
Pas ici. C'est la même chose. PPKG, le nom du paquet. C'est la première méthode. Voici la deuxième. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une installation via Snap, c'est un autre outil d'installation. Donc, je pense que la première est plus simple pour vous. Est-ce que vous avez utilisé? Ok. Mais ce n'est pas tous les paquets qui vont proposer l'installation via DPKG. Donc, c'est bon de connaître les différentes méthodes. C'est bon, vous avez fini? Ok. Donc, on lance Visual Studio Code. Ok. Chez moi, c'est normal que ce soit différent de chez vous. Parce que je l'ai déjà utilisé. Donc, je me ramène souvent ce que j'ai déjà fait, les chemins, les dossiers utilisés, etc. Donc, ne vous affolez pas pour dire que c'est différent de ce que vous voyez ici. On est d'accord? Voilà. Donc, l'écran est divisé le Visual Studio Code est divisé en, on va dire, il y a la barre des titres, il y a la barre des menus. Ensuite, il y a la barre qui est ici, la barre d'outils qui est latérale gauche. Juste après, vous avez l'explorateur. Après, ici, dans cette partie, cette grande partie-là, c'est là qu'on écrit le code, tout simplement. Et puis, il y a la barre juste en dessous, là, qui permet de donner en fait les différents statuts et de donner aussi les erreurs dans votre code. D'accord? C'est si vous voulez une barre qui donne des informations sur vos fichiers, votre code, etc. S'il y a des erreurs dedans, s'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. C'est un peu ça. Donc, Visual Studio Code permet de programmer dans pratiquement tous les langages de programmation. Ce n'est pas seulement pour faire du web. Voilà pourquoi il est autant utilisé. OK? Donc, nous, on va l'utiliser juste pour faire la programmation web, donc HTML, CS. On va ajouter ce qu'on appelle des extensions complémentaires à Visual Studio Code pour faciliter la programmation en HTML. On est d'accord? Et pour pouvoir ajouter des extensions à Visual Studio Code, dans la barre des outils latéral gauche, là, ici, vous avez ça. Tout le monde voit l'icône qui est là? Voilà, c'est écrit extension. Vous cliquez dessus. Il y a une barre de recherche qui apparaît juste en haut. Dans la barre de recherche, vous allez saisir HTML pour voir quelles sont les extensions disponibles pour HTML. OK? Et quand ce n'est pas déjà installé, vous avez le petit bouton installer qui est devant. Donc, ce que vous allez installer, le premier, est-ce que tout le monde a HTML snippet là? Tout le monde a ça? Voilà, cliquez sur le bouton installer devant, juste en dessous à droite. Ensuite, il y a HTML, CS. Je vais tirer un peu là-bas pour qu'on puisse finir. Voilà. Vous installez celui-là aussi. HTML, CS support. Quand il finit d'installer, il n'y a rien qui se passe, tout simplement le bouton installer disparaît. C'est juste ça. On va voir, c'est simple. Puisque la version de
La version de HTML que nous allons utiliser ici est la version 5. Donc, si vous ajoutez après le HTML dans la barre de recherche espace, vous écrivez 5, il y a une autre extension qui va s'ajouter qui s'appelle HTML Boilerplate. Ça veut dire quoi? Bon, c'est pas grave. Vous installez ça aussi. Bon, maintenant qu'on a fini le HTML, on peut écrire dedans CS. Au niveau du CS, on a HTML CS support, celui qu'on installe, plus seulement. Tout le monde a installé le dernier, support, CS. Ensuite, il y a un autre papier qui s'appelle OK. Le dernier à installer, c'est Live Server. C'est-à-dire, c'est une extension qui vous permet, chaque fois que vous modifiez votre code, ça modifie la localisation dans le navigateur. Donc, je n'ai pas toujours besoin d'aller encore et puis faire actualiser la page. Parce que quand vous programmez pour le web, quand vous ajoutez du code dans votre code source, il faut aller dans le navigateur et puis actualiser ce que vous venez de faire. Mais avec Live Server, chaque fois que je modifie le code, il modifie en même temps la visualisation. D'accord? Donc, si vous écrivez Live, L-I-V-E, vous allez voir, lui, il va sortir. Vous l'installez aussi. C'est bon. On laisse aller d'autres paquets, c'est normal parce que je programme aussi en Jupyter, etc. Je peux mettre beaucoup de choses. Ah, c'est lui que je cherchais. Linter. Installez celui-là aussi. Linter. Vous avez Linter là-bas. Comme ça. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez un peu, regardez le logo aussi. Voilà, c'est un cercle. Ça permet de souligner s'il y a des erreurs dans votre code. Vous l'installez aussi. Ensuite, bon, peut-être qu'on va ajouter le dernier là. Il y a un qui permet de, lorsque vous définissez un dossier de travail, de pouvoir connaître les chemins d'accès. Donc, il s'appelle PAF IntelliSense. C'est lui-là. Donc, si vous écrivez PAF, il va sortir. De Christian Kohler. Vous installez ça depuis ce moment. Je pense que déjà avec ces quelques extensions, on doit faire le travail. C'est bon? D'accord. Pour voir la liste de ce qui a été installé, vous effacez tout ce qui est dans la barre de recherche. Et vous voyez, il y a l'onglet ici, installé. Tout le monde a vu ça? Et il vous dresse maintenant la liste de ce que vous avez déjà installé. Donc, c'est différent de chez moi. C'est différent de chez moi. Je vous apprêtez à lever la main. OK. C'est bon? Donc, on a fini avec les extensions dont on a besoin pour faire notre programmation web. Donc, si demain vous devez programmer dans un autre langage de programmation tel que Python ou JavaScript, tout ce que vous voulez, il permet de faire aussi, vous connaissez bien Jupyter? Notebook? Non.
D'accord. Donc là, on a fini les extensions. On revient à l'explorateur. On revient à l'explorateur. Donc, l'explorateur, lorsque vous êtes dessus, il vous présente en fait ici votre dossier de travail. Vous n'avez pas encore de dossier de travail. Donc, c'est vide. Vous n'avez pas de dossier de travail, vous n'avez pas de fichier. OK? Donc, l'étape suivante, on va créer notre dossier de travail. D'accord? Pour le faire, j'ai mis sur la plateforme, dans la partie activité, j'ai mis un fichier compressé. Tout le monde doit le télécharger. Donc, je me connecte rapidement. Ah, bon, je peux dans mes cours. Je mets ici, technologie web. Et voilà, donc juste ici, dans activité ici, j'ai mis ça quelque part au niveau des travaux pratiques. Vous avez un fichier qui s'appelle ressources TB1. Tout le monde l'a vu? Voilà, téléchargez-le. Vous le téléchargez sur votre ordinateur. Tout le monde là? C'est un petit truc. Hein. C'est plus facile comme ça. Si on devait partager en classe, c'est parti pour une heure. Allez vite, allez vite, allez vite. Les types d'activités, tu vas me donc, c'est bon? OK. C'est juste ça que vous avez à récupérer là-bas. Donc, si c'est fini. Oui, CP1. C'est bon? Je sors ici. La séance de ville. La journée de jeu. Pas toute la journée. Non, on va pas jeudi. Ça prendrait bien la route. Approximativement, ça fait. Ça dépend, ça dépend. Bon, matin. C'est pas programmation. Non. C'est programmation. C'est la semaine passée. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est la semaine passée. Cette semaine. On va attendre jeudi matin. Normalement, c'est le jeudi. Non, c'est jeudi. Non, non. C'était une erreur qu'elle avait commise. C'était jeudi.
Non, j'ai dit tout à l'heure. Les mains, vous faites quoi? Non, demain alors. Ok. Donc tout le monde là. Tout le monde a ça maintenant? Ah? Pourquoi ça prend du temps? C'est un petit truc. Hein? Vous l'avez téléchargé? Mettez-le à un endroit précis où vous êtes sûr que vous allez travailler avec ça jusqu'à ce que le cours finisse. On est d'accord? Donc, vous le décompressez. Vous devez obtenir un dossier comme ça, qui s'appelle ressources TP1. On est d'accord? Une fois décompressé, vous avez ces fichiers à l'intérieur. Vous avez la charte graphique, le contenu du texte TP1, et puis il y a un dossier image. Tout le monde a vu ça? Et à l'intérieur des images, vous avez ces différentes images-là. C'est bon? Ça va? Les gens, nous et ton voisin sont des gars qui sont changés. Ton rappel, c'est toujours dans l'état. Tu fais quoi? Tu l'empêches de travailler, toi? Je vais envoyer la version bleue. Je vais dans le bleu. On va être bleu fatigué. C'est vrai que la beauté. Bleu, là. J'ai un mot de photo. Je ne regarde pas. Ah, tu l'as pas encore en direct. Pourquoi? Ah, tiens. Je n'ai pas vu la photo que tu peux montrer. C'est bleu comme ça. Vous suivez. Si vous êtes ici, vous êtes à l'intérieur en fait des dossiers ressources TP1. On est d'accord? Mais je veux que vous créez un dossier de travail pour le TP, pas ressources TP1. C'est-à-dire ressources TP1, ça veut prendre les éléments dedans, je suis d'accord. Mais créer un dossier de travail à part. Donc, c'est vous qui choisissez. Chacun a son ordinateur. Là où il pense qu'il va retrouver ses fichiers pas facilement après, ça dépend de lui. Donc, vous créez un autre dossier de travail que vous allez appeler TP1, tout simplement. Ou bien si vous voulez programmation web 1, peu importe. Ce qui est sûr, c'est le premier DB. Donc, vous créez un dossier de travail. En dehors de celui-là, pas à l'intérieur. Pas à l'intérieur. Voilà. C'est bon? À l'intérieur de ce dossier que vous avez créé, vous allez copier le dossier image là, dedans. Copier le dossier image dans votre nouveau dossier de travail que vous venez de créer. Ce n'est pas au tableau.
en réel sur son ordinateur. Qu'est-ce qui est dit? Tout le monde a copié le dossier image dans le dossier de travail? Oui, image seulement. Lorsque vous travaillez sur un projet web, que ce soit un site, une application, apprenez à organiser votre dossier de travail. Moi, j'ai fait un dossier image dans lequel les images sont insérées. Si j'avais des vidéos, j'aurais pu créer aussi un sous-dossier vidéo, etc., et puis mettre les fichiers à part. Cette organisation est très importante parce qu'après, lorsque vous commencez à écrire votre code, il y a certaines parties où vous avez besoin de retrouver une image, une vidéo ou un autre fichier. Donc, c'est là que le chemin d'accès qu'on a eu à faire dans le système informatique devient important. Par dossier, parents, etc. Okay. Tout le monde a créé ça. Donc, une fois le dossier de travail créé et le sous-dossier image et son contenu copié dans votre nouveau dossier de travail, vous revenez à Visual Studio. Là, maintenant, on va insérer votre dossier de travail dans l'explorateur de votre éditeur. On le fait une seule fois. Chaque fois que vous allez maintenant venir, vous allez ouvrir Visual Studio Code, il va automatiquement pointer sur le dossier en cours, du projet en cours, en fait. C'est bon? Donc, je n'ai plus besoin de passer encore par l'explorateur de Linux pour pouvoir ouvrir mes fichiers, etc. Je reste simplement ici et puis je peux travailler. C'est bon? D'accord. Donc, on vient dans Visual Studio. Vous venez dans l'explorateur. L'explorateur, c'est la première icône ici, là où il y a deux feuilles superposées. Sur vous, normalement, ici, c'est vide. C'est ça? D'accord. Vous faites clic droit dessus, dans le vide, hein. Ici. Et dans le menu qui va s'afficher, il n'y a rien qui s'affiche. Ça fait clic droit, c'est quoi? Je vois. Ah, d'accord. Je ne sais même pas vite. Maintenant, j'ai dit vite, tout le monde a dit vite. Il y a deux boutons là-bas. Vous cliquez sur le premier bouton là. OK? Tout le monde a cliqué sur le bouton Open Folder. Il vous envoie à l'explorateur de votre système d'exploitation. Donc, allez à l'endroit où vous avez créé le dossier de travail. Une fois que vous avez ouvert votre dossier de travail, regardez, il y a un bouton en bas. Il y a un bouton validé, je crois. Oui. Ce n'est pas le sujet que vous avez téléchargé. Le dossier de travail que vous avez créé. Voilà. Vous ouvrez ce dossier-là et vous cliquez sur valider. Il y a un bouton valider quelque part. Ok. Il n'y a pas de bouton validé sur d'autres questions. Non. OK, il y a un message qui sort où il vous demande est-ce que vous faites confiance à cet emplacement des dossiers-là? C'est normal, c'est votre machine. Parce qu'en fait, on peut pointer un dossier qui se trouve sur une machine différente. D'accord? Donc, si vous faites confiance que c'est votre machine, il n'y a pas de problème. On peut valider. Vous dites que vous êtes d'accord.
Cochez quoi? Oui. Vous cochez, puis vous validez. Logiquement, dans l'explorateur à gauche là, il doit avoir maintenant TP1, ou bien peu importe le nom que vous avez donné, avec le sous-dossier image. C'est ça, non? Oui. Si vous cliquez sur la petite flèche qui est avant l'image, il va vous montrer le contenu. On parle de ces flèches-là. Vous voyez ça par exemple. OK? Ah, ça veut dire qu'il y a un contenu. On peut fermer ou bien ouvrir. C'est sous forme d'accordéon. C'est bon? D'accord. Mais c'est pas bon là-bas. Ne regardez pas pour moi. Attends, l'autre. Allez-y vite. C'est bon? D'accord. Je vais vous montrer ce qu'on doit faire ensemble. À quoi ça doit ressembler à la page finale. Voilà ce qu'on doit faire ensemble. OK? Donc, l'objectif final, c'est de reproduire ça. HTML, CS. Logiquement, mais ce n'est pas fini. Parce que l'espace qui est réservé ici, là, c'était pour ajouter d'autres informations. Donc, tout le contenu que vous voyez ici, tout a été fourni. Vous avez les images, vous avez le texte. Tout le reste n'est que de la programmation. Monsieur, la vidéo, ce n'est pas dans la dynamique. T'inquiète pas, je sais. Hein? T'inquiète pas. Tu sors le monde. Tout le monde te demande, je te concentrer pour programmer. Tu obtiendras le même résultat si tu es concentré. OK? Et vous devriez créer une deuxième page. Ça, vous ne ferez pas ça ici. Une deuxième page web qui montre d'autres informations différentes de celle-là. Celle-là, on l'a fait ensemble. Vous ferez une deuxième page seule et faire le lien entre les deux pages. Et en cliquant sur le mot qui va avec, on appuie sur la deuxième page. C'est bon? Ça, c'est... Non, c'est statique. Il n'a jamais dit que le statique n'était pas joli. Il n'a jamais dit que le site statique n'était pas beau. Le beau, c'est le CS. Ça n'a rien à voir avec le type de site, etc. Donc, un site peut être statique avec 4 ou 5 pages, mais peut présenter le maximum d'informations. Maintenant, si je commence à insérer des choses dedans où on doit nous contacter, il faut mettre le numéro de téléphone, etc., là, je me vais vers le dynamique. Et pour faire le dynamique, ce n'est pas dans ce tour-là. C'est bon? D'accord. Donc, je reviens à l'explorateur ici. Je reviens à l'explorateur. Le fichier, vous allez créer une première page web. On est d'accord? Vous allez créer une première page web. Donc, dans l'explorateur de votre projet, cette partie vide-là, ça signifie à l'intérieur de votre dossier.
Donc, tout ce que je vais créer à partir de cet endroit-là, ça va se répercuter dans mon dossier de travail. OK? Donc, on clique droit dedans, nouveau fichier. Clic droit, nouveau fichier. Il va vous demander le nom du fichier, c'est ça, non? C'est bon? Et dans la partie nom du fichier, vous écrivez travail enfant au pluriel cacao point html. Travail Enfant au pluriel. Ah non, chez moi, c'est pas au pluriel. Bon, travail enfant singulier. Ça fait quoi? Travail enfant. D'accord. Pardon. Je reprends la même
OK. Donc, tout le monde a créé le fichier HTML. Ça va être en fond-cacao.html. Oui, Alexia. Non, ça ne peut jamais aller là-bas. Donc, ça peut dire où? Pas dans cette ligne-là. C'est pas grave. D'accord. Les autres, on a même peine d'organiser notre dossier de travail. Vous allez créer un répertoire ou un dossier qu'on va appeler style. C'est dedans qu'on va créer un fichier de mise en forme CS. Donc, vous créez un dossier qui s'appelle style en minuscule. Qui a fini? Vous créez un dossier qui s'appelle style. S-T-Y-L-E en minuscule. À l'intérieur de style, créez le fichier TL qui s'appelle style.css. À l'intérieur de style, vous créez un fichier qui s'appelle style.css. Si tout s'est bien passé, on va avoir style.css précédé d'un dièse en bleu. Si l'autre s'est bien passé, on va avoir les chevrons en orange avant travail en fond cacao.html. Voilà comment vous pouvez reconnaître ce qui est fichier HTML et ce qui est fichier de style. Ensuite, vous créez un autre répertoire. Donc, on a image, on a style. Et un autre répertoire qu'on appelle files, au pluriel. Un autre répertoire files. Donc, c'est-à-dire dans votre dossier de travail, on peut avoir 3 sous-dossiers. On a files, on a image et on a style. Image, déjà, il est venu avec. Donc, lui, on n'a pas créé, il a déjà son contenu. Style, à l'intérieur, on a style.cs. Et puis, files. Arrêtez de regarder ce qui est choix.
Si vous cliquez sur un dossier, tu vas créer un fichier à votre avis, il doit aller où? Vous cliquez dans le vide, vous cliquez toujours sur le dossier. Si je veux maintenant créer à l'intérieur du dossier, c'est là que je vais aller créer maintenant, cliquer sur le dossier en question. Files. Vous pouvez vérifier, juste pour vérifier, vous pouvez vérifier en dehors de Visual Studio Code, si vous retournez à votre explorateur Linux, vous allez voir que les différents dossiers que vous venez de créer avec les fichiers là existent là-bas. Celui qui peut vérifier, peut vérifier. Donc, ça dit qu'on aurait pu créer les fichiers dans l'explorateur de Linux. C'était aussi valable avant de revenir ici. On aurait pu aussi créer les fichiers et les dossiers directement dans Visual Studio Code. D'accord? Donc, les deux méthodes marchent. C'est bon? On peut commencer à écrire le code. Là-bas, ça ne marche pas encore. Pour un petit dossier, on va mettre 20 minutes. Bonjour monsieur, excusez-moi. Oui? Le fichier files, vous avez donné écrit ça dans quel dossier? Pas un fichier. Files. Ce n'est pas un fichier. Ah, d'accord. C'est un dossier. Un dossier, d'accord. On a 3 dossiers. Oui. On a files, on a image qui est venu avec le dossier téléchargé. Oui. Et puis on a le dossier style, à l'intérieur duquel on a un fichier qui s'appelle style.css. Oui, oui. Voilà l'arborescence de notre dossier de travail. D'accord. 3 sous-dossiers, 2 fichiers. Le fichier HTML, il est au même niveau que les 3 sous-dossiers. Le fichier CS, il est à l'intérieur de style. Bon, les deux se disent. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est la même chose. D'accord. Donc, c'est bon, tout le monde est à ce niveau-là. Et vous faites, quel est le souci? Hein? Quel est le souci? Quel est le souci? Là-bas. C'est bon maintenant? Et lui, quel est son souci? Et la voisine de la voisine. Si ça va? Oui, ça va. Lorsque vous voulez ouvrir un fichier et commencer à écrire du code à l'intérieur, il suffit simplement de cliquer sur le nom du fichier à gauche là et le contenu s'affiche à droite. On est d'accord? Vous cliquez ici une seule fois, il n'y a pas besoin de laisser un double clic partout. Vous cliquez une fois, le contenu s'affiche ici. C'est bon? Vous avez un contenu vide et c'est normal. D'accord? Mais c'est pas vide. D'accord. On va écrire
ce code source qui est là. OK? Pour rappel, c'est lui qui est le boilerplate. OK? C'est ce qui est appelé le code source minimal. C'est-à-dire, peu importe la page web vide, il y a tout ce code-là au moins. C'est ça qui fait la devenir une page web. Il ne suffit pas simplement que la page s'appelle quelque chose .html, ce n'est pas suffisant encore. Il faut ça dedans. Donc, on va créer ce code-là et je vais vous expliquer chaque ligne, ce que ça signifie. Ah, d'accord? Comme on a installé une extension tout à l'heure de HTML qui permet d'avoir ce code-là. Sinon, on doit le réécrire manuellement. Si tu crées 100 pages web, les 100 pages web doivent avoir ce code au moins avant d'ajouter quoi que ce soit. On est d'accord? Très bien. Donc, dans l'espace vide de votre contenu de page enfant cacao, travail enfant cacao.html, vous écrivez dans le code là, pendant qu'on dit, on fait faire autre chose. Ouvre ta page HTML et commence à écrire le code. On n'a pas de code, tu vois, c'est pas ça. Vous écrivez HTML. HTML, ça ne transporte que c'est normal parce que tu as installé des extensions pour te faciliter le travail. Sinon, tu dois écrire les 12 lignes là manuellement. OK? Quand vous écrivez HTML, il vous propose HTML5 boiler. Tout le monde a vu ça? OK. C'est pour dire que donne-moi le code source minimal d'une page HTML5. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous cliquez sur ce qui est sorti là, le HTML5 boilerplate, il doit vous envoyer tout le code qui est là. Monsieur, je ne suis pas. D'accord. Donc, j'explique, je vais vider ici. Donc, vous avez cette page comme ça qui est vide. Vous écrivez simplement HTML. Et vous voyez, il vous propose en fait différents HTML. Voilà, c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée tout à l'heure lorsqu'on installe les extensions. Donc, en cliquant le premier là, sur HTML, il m'envoie, pas celui-là, c'est plutôt sur le 5. Sur vous, vous avez combien de HTML qui sont? Donc, en cliquant dessus, il vous envoie ça, parce que vous, c'est un peu trop. 12, hein? Boilerplate, c'est 22. Boilerplate, c'est 22. Vous n'avez pas le HTML5. D'accord. Donc, parce que l'autre, on va en parler lorsqu'on va commencer à créer des pages qui sont responsives, c'est-à-dire qui s'adaptent à la taille des différents écrans. Donc, il ajoute encore d'autres informations complémentaires pour la reconnaissance des tailles d'écran. Pour l'instant, c'est mieux de ne pas vous emmerder avec. Donc, on reprend. CTRL A, vous sélectionnez tout, vous supprimez, vous écrivez HTML, vous prenez celui-là. 5.5. OK? Vous prenez le deuxième HTML5. Donc, la vie ne marche pas. D'accord. OK, on a cliqué sur HTML5. Donc, en cliquant dessus, vous devez avoir ce code-là. C'est celui-là que je veux.
les deux sont des codes sources minimaux, mais lui, il est plus allégé. Donc, il doit faire 12 lignes. Donc, voilà la numérotation des lignes là, de 1 ici à 12. C'est bon? Tout le monde a ce code source minimal. Et lorsque vous modifiez le contenu d'un fichier HTML, regardez dans l'onglet du haut ici, il met les chevrons en orange, il met le nom du fichier dans lequel vous travaillez actuellement. Chez vous, ça doit être enfant cacao, c'est quelque chose là-bas. .html, et il y a un petit rond blanc. Tout le monde a vu le rond blanc, hein? Un point blanc, bon, c'est pas un rond, un point blanc, il préfère. Il y a un fichier, un gros rond. Un point blanc, c'est pour dire que le fichier n'est pas enregistré. C'est tout. Donc, l'enregistrer, faites CTRL S. On va apprendre à utiliser les touches de raccourci. On fait CTRL S. Si le point blanc disparaît, c'est que le fichier est enregistré. Ça va? OK. Maintenant, j'explique chacune des lignes ici. Tout le monde suit. OK? Tout le monde a le code devant lui. Quand je parle des lignes, elles sont numérotées ici, de 1 à 12. Donc, à la première ligne, où c'est écrit chevron, point d'exclamation, chevron ouvrant, point d'exclamation, donc type, espace, HTML, et puis chevron fermant. Cette ligne-là permet à un navigateur, puisque c'est dans le navigateur qu'on ouvre les pages, de pouvoir savoir que cette page-là est une page web. La seule ligne, seule. Et c'est comme ça qu'on écrit ce code de reconnaissance-là pour le HTML5. Donc, si jamais dans vos recherches sur Internet, vous tombez sur un code source où à la place de doctype, c'est écrit d'autres choses, sachez que c'est différent du HTML5. C'est tout simplement. Parce qu'il y a eu des versions de HTML avant. Ouais, d'accord? Ça va? Ça va? OK. Ça vous dit type de document en fait, doctype. Ensuite, à la deuxième ligne, là où c'est écrit HTML. OK? Vous vous rappelez que le langage HTML est composé de balises. Et les balises sont très souvent paires. Donc, la ligne 2 et la ligne 12 sont les mêmes balises. Donc, elles commencent à la ligne 2 et finissent à la ligne 12. C'est-à-dire, la première balise ouvrante est à la ligne 2 et la balise qui ferme est à la ligne 12. La balise HTML vous dit que je m'apprête maintenant à écrire du code HTML. Donc, tout ce qui est entre ces deux balises-là est le contenu de mon site. Qu'est-ce que vous voulez de ma page? De toute façon, toutes les pages de votre site seront composées de cette façon-là. Ça va? Devant HTML, dans la balise ouvrante, toujours à la ligne 2, vous avez ce qu'on avait appelé la dernière fois des attributs. Vous vous rappelez? Voilà. Je veux simplement dire que la langue qui sera utilisée dans ce site, dans cette page-là, est la langue anglaise, française, etc. Donc, nous, comme vous êtes des francophones, on doit enlever le EN pour mettre du FR. OK? Ce qui va faire que lorsque les moteurs de recherche tels que Google, ils parcourent vos différents sites web quand ils sont en ligne sans vous donner votre permission. Vous ne savez pas ça? Mais sinon, à ton avis, comment vous savez que ton site existe? Comment tu veux saisir dans Google et que ça soit là? C'est un algorithme qui a été écrit par l'un des créateurs et fondateurs de Google, qui s'appelle Michael Page. Donc, l'algorithme porte son nom. OK? Voilà, donc il va afficher votre site ou bien votre application dans la liste des résultats en anglais ou dans la liste des résultats en parce que c'est ce que votre site lui a dit. Ça ne sert à rien de mentir sur ce genre d'informations. Si tu veux ton site apparaître là où ça doit apparaître. OK? Donc, nous, ici, à la place, on va enlever le EN. Le code de langue pour la langue française, c'est en minuscule. Donc, voilà l'attribut
qu'on ajoute à la balise HTML. C'est bon? Vous remarquerez que, à part doctype, les balises qui suivent sont en minuscule. OK? Ensuite, on vient à la ligne 3. À la ligne 3, vous avez une autre balise qui est aussi paire, qui signifie head. Head, c'est quoi en anglais? Tête. Donc, en fait, ce sont les balises d'en-tête. C'est un peu comme l'en-tête d'un document Word. C'est la même chose. Dans la balise d'en-tête, elle est aussi paire, donc vous voyez qu'elle s'ouvre en 3 et elle se ferme en 8. Et pour que vous puissiez bien voir ce décalage-là, l'éditeur Visual Studio, il va décaler le contenu de la balise par rapport aux balises qui sont parentes. Donc, on dira par exemple que doctype, HTML, head, body sont des frères. Vous êtes d'accord, non? Et ceux qui sont à l'intérieur de head, méta, les 3 méta plus le title sont des balises enfants de head. Ce petit concept-là est très important, le concept d'enfant et de père. OK? À l'intérieur de head, vous avez la première balise méta. Les balises méta permettent de donner des informations encore plus approfondies sur la page, même si vous voulez sur le site. Déjà, la première balise méta ici, c'est la balise au niveau de l'encodage des caractères. Comme la langue est le français, on a un alphabet qui est différent de d'autres langues. Donc, on utilise des caractères que les autres n'utilisent pas. Chez nous, il y a le point d'interrogation et l'accent aigu. Donc, ces caractères-là sont codifiés pour que ça puisse bien s'afficher dans un navigateur. Et donc, l'encodage des caractères que l'ordinateur doit utiliser pour lire notre langue, ça s'appelle UTF-8. Parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Si je dois écrire un site en allemand ou en chinois, ça ne sera pas pareil. On ne sait jamais. Peut-être que tu ne devrais pas aller en Allemagne. Je dis que tu saches. OK? Donc, si par exemple, tu fais un site espagnol, tu vas trouver l'encodage qui va avec. Parce que, par exemple, ils ont le N avec le caractère tilde au-dessus. Donc, il n'y a pas. OK? C'est bon pour l'UTF-8. Mais on a la chance que l'UTF-8 englobe quand même plus de une cinquantaine de langues, y compris le français. En fait, la plupart des langues latines, ce que les gens disent, c'est à vérifier. OK? Donc, on le laisse tel que c'est. Donc, ça, cette ligne, c'est 4. Donc, à la ligne 4, tout va bien. Ensuite, à la ligne 5, le méta HTTP équive XUA compatible content head. Ne cherchez même pas à comprendre ça. Tout ce que je vais vous dire là-dessus, tout à l'heure, je parlais de pages dont le site est responsive. Il se trouve aussi qu'au niveau même de l'adaptation du contenu de votre page par rapport à un téléphone, tablette, etc., il y a encore des navigateurs qui ne prennent pas ça bien en compte. Donc, la partie où ils ont mis le content qui est là, ça vous dit qu'au niveau de Microsoft, au niveau de leur navigateur, là, qui utilise cette norme-là, le XPA compatible, pour que peu importe le navigateur, ça puisse marcher. Parce que nous, c'est notre site, mais notre page dans Mozilla ou bien dans Chrome, pas forcément dans Explorer. Mais on tient compte toujours de ceux qui vont venir sur notre site, mais sur notre page. Tout le monde doit pouvoir lire le contenu de la même façon. D'accord? OK. C'est pareil pour la ligne 6 aussi. Donc, vous voyez un peu le méta, name, viewport, content, white, Davis, là, on fait allusion à tous les équipements qui peuvent lier un site. Il y a les téléphones, mais nous avons toutes les tailles possibles. Il y a les 6 pouces, il y a les 5,5, il y a les 6,5, il y a les 7 pouces, il y a les 10 pouces, il y a 10,1. Il y en a trop. En stack 2, qui va ouvrir la page, il faut que tout ce qui est affiché plus apparaisse. On est d'accord? Ensuite, vient maintenant la ligne 7, title. C'est le titre de la page. OK? Le titre de la page, lorsque vous naviguez sur Internet, et quand vous réduisez la fenêtre comme chez moi ici,
c'est ce qui apparaît ici. Vous voyez dans l'onglet, c'est ce qui apparaît ici. Quand j'ouvre la page aussi, c'est ce qui apparaît totalement en haut. Est-ce qu'on ne voit pas ça ici? Bon, regardez ça ici, ça sort ici aussi. Voilà, c'est Title qui fait ça. On est d'accord? C'est aussi utilisé par Google pour reconnaître aussi les titres de pages ou de sites. OK? On peut ajouter encore d'autres balises. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a des balises qui permettent de donner les mots-clés. Par exemple, si je développe une page ou un site sur Abidjan, sur les sites, sur la cartographie, tous ces mots-clés, les gens les alignent là-bas. Là, celui qui va saisir dans la barre de recherche de Google, s'il met l'un de mes mots-clés, je suis dans les résultats. Donc, ces techniques-là qui permettent à un moteur de recherche de retrouver un site ou une application, c'est ce qu'on appelle, je n'ai jamais vu SEO quelque part, SEO. Je n'ai jamais vu ce métier-là quelque part. Quelqu'un est responsable SEO. Non, hein, c'est pas avec C, là c'est S. Ça signifie Search Engine Optimization. Donc, il y a des gens, leur travail, c'est de tout faire pour que ton site soit dans la liste des premiers résultats de Google. Parce que ce sont des millions de résultats qui vont sortir. Combien de personnes ici, quand ils naviguent, ils vont à la 3e ou à la 4e page? Si la première page, ils n'ont pas vu et que Dieu les a inspirés, peut-être la 2e page. Sinon, c'est le terminus. Sinon, ils ne trouvent pas. Ce qu'on fait toujours. Hein? Voilà, donc, ils sont débrouillés pour trouver une technique qui va vous permettre d'améliorer ce qu'on appelle la visibilité de votre site. Sinon, il y a le référencement naturel à partir du nom du site, de la langue, etc. Mais on peut ajouter encore d'autres éléments pour que votre site soit bien connu sur les moteurs de recherche. C'est une vraie bataille. Les gens payent des sommes énormes pour être dans le top 10. Maintenant, si malheureusement ça ne suffit pas, là maintenant tu t'adresses directement à Google pour payer. Là, tu vas apparaître avant le premier résultat. Mais on vous dira que, comme je peux vous montrer, on vous dira que cette partie-là est commerciale. Je vais enlever ça par exemple. Quand je fais ça, ici, il n'y a pas de lien commerciaux. Donc, je vais essayer quoi par exemple? Je vais mettre basket, par exemple, je mets Nike. Ici non plus, il n'y a pas. Mais ça apparaît toujours dans une zone ici au-dessus. Ils proposent en fait des sites de ceux qui ont payé avec Google directement. Avant vous, quoi. Non, ici non plus, il n'y en a pas. Ça, c'est un référencement naturel. Parce que ça signifie pas, il y a un petit mot quelque part où on vous dit que c'est un lien commercial. Bon. Maintenant, vous n'avez que fait attention, vous allez voir. OK? Sinon, ça, c'est le référencement normal de Nike. Une technique aussi, c'est que c'est comme dans un quartier, quand tout le monde parle de toi, donc tu es célèbre, non? Donc, comment faire que tout le monde parle de toi? Donc, qu'est-ce que les gens font au niveau d'Internet? Ils vont dans les réseaux sociaux, ils vont sur des sites comme Wikipédia, ils font une page de présentation là-bas, ils vont participer à des ateliers, ils disent des choses, ils mettent le nom de son site dedans, etc. Donc, au fur et à mesure que son nom se retrouve un peu partout. Dans les résultats aussi des moteurs de recherche, il apparaîtra en haut. Donc, c'est un véritable travail. Pourquoi ils en ont fait un métier à part. OK? Question? Suivez ça? Pas de question? Donc, tout le monde a compris le code source minimal d'une page web. Ensuite, je viens au niveau de body. Il n'y a rien à dire sur body. Body signifie quoi? Le corps. Donc, on a fini avec l'entête. On attaque maintenant le corps de la page. Le corps de la page, c'est ce que vous voyez quand vous naviguez. Donc, par exemple, si je viens ici, je vais sur ici. Tout ça,
de là, ici, jusqu'à ici, c'est body. Donc, l'entête n'est pas visible. C'est body seul qui est visible dans le navigateur. On est d'accord? Donc, c'est pourquoi tout notre code là sera entre body et body. Oui, c'est là qu'on travaille. C'est bon? Question? Question? Oui. J'ai vu. On va entraîner une équipe de foot. Ça va? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas la même. Non, pas on va faire l'amour là, quand elle sera en deuxième année. On va me détester. Ah ben, vraiment. C'est bon, il n'y a pas de question. C'est pas une pause à la vie. J'ai remarqué que lorsqu'on a changé la plateforme, le bouton Le bouton? Bien sûr, tu retireras pourquoi il sort. Le réflexe, chaque fois que tu ajoutes une virgule, un point, si tu veux revenir à ce que tu viens de faire, tu fais CTRL Z. CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL Z pour enregistrer. C'est pas vous allez voir les développeurs, un touche CTRL. C'est pas ce qui est passé. C'est bon? Peut-être une petite pause. Ça commence à. Donc, on fera une pause et on reprend dans. Et s'il vous plaît, cette fois, n'allez pas loin. N'allez pas loin. Vous n'allez pas vous perdre. 10 minutes, maximum. Marchez un peu dans la roue, voilà. Allez parler de HTML pour développer. Donc, ceux qui sont en ligne, on fait une pause. Et on reprend dans 10 minutes. D'accord, professeur. Ok, bien reçu, monsieur.